Nous allons, à partir de maintenant, au cours des 3 dernières séances, rentrer dans le formalisme même que nous nous proposons d'adopter pour bâtir des réponses, construire des réponses architecturales censées être écologiques. Premier chapitre, donc, les matrices. Par analogie avec cet outil mathématique que sont les matrices. Alors, un petit rappel, la pensée écologique que nous avons utilisée repose sur une condition, évolue dans un champ et utilise une méthode que je vais décrire en quelques phrases. La condition, c'est le déplacement de notre regard, c'est-à-dire un regard qui n'est pas uniquement anthropomorphique, mais qui est plus général, qui inclut la question de la biosphère. Donc ça, c'est la condition du déploiement, la condition initiale de notre pensée écologique. Le champ, c'est que l'échelle de notre projet architectural n'est pas l'échelle du projet, mais l'échelle du monde vivant. Donc ça, c'est l'étendue, en quelque sorte, ou l'échelle de notre pensée. Et puis, la méthode, ça consiste à, autant que faire se peut, lutter contre l'éparpillement des connaissances, qui n'est d'ailleurs pas une question uniquement d'ordre écologique, mais qui est une question qui concerne toutes les disciplines, notamment toutes les disciplines à vocation générale. C'est comment faire pour essayer de rassembler le plus possible toutes les connaissances dont nous avons besoin, toutes les questions qui s'adressent à nous, et les rassembler de manière opérationnelle. Alors, ce petit rappel permet maintenant de s'apercevoir que nous pouvons nous confronter en tant qu'architectes à des paradoxes ou à des controverses, voire des dérives, qui sont autant de pièges à éviter. Je vais donner un exemple de cela. Aux États-Unis est apparu, il y a 1 ou 2 décennies, peut-être un peu plus, un principe qui s'appelle le principe de Universal Access, c'est-à-dire, en fait, l'accès à tout et à tous. Alors au départ, l'idée c'était une idée tout à fait louable et tout à fait éthique, qui consistait à rendre possible l'accès des lieux de travail au maximum, et voire à la totalité des gens susceptibles d'y travailler, notamment les personnes handicapées, par exemple moteurs. Et donc, il s'est mis en place, sur la base de ce principe, un certain nombre de lois contraignant les architectes à rendre accessibles notamment les lieux de travail, disons dans les années 90. Et puis, progressivement, ce principe, tout à fait équitable, d'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur les lieux de travail et sur les lieux publics, a donné lieu à une extension de ce principe. C'est l'accessibilité à tous, mais j'allais dire partout. Alors aujourd'hui se pose par exemple la question de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ou toute personne d'ailleurs, hein, que souffrant d'un handicap ou de quelque limitation que ce soit, à non seulement les lieux de travail, mais aussi les établissements recevant du public. Jusque-là, bon, ça, le principe est difficilement contestable, mais je dirais, par extension, tout lieu possiblement accessible par une personne, comment dirais-je, qui ne soit pas handicapée. Notamment les équipements à caractère public, par exemple les ports. Vous savez que les quais des canaux. Vous savez que les ports, notamment en France, les ports n'ont pas de dispositif de retenue qui empêcherait une chute depuis les quais.
puisque c'est un lieu de travail finalement, on décharge. Et donc, force est de constater que le risque qu'on encourt sur ces lieux est finalement avéré. Est-il acceptable? Quand vous êtes à marée basse, vous pouvez avoir 6 mètres de chute et des rochers au pied de ces quais, et il n'y a pas de dispositif de retenue. Et puis, si on extrapole encore, ce principe de Universal Access, on pourrait se dire, eh bien, dans ce qui était prévu comme des réserves inviolables de la biodiversité, pourquoi finalement se limiter en limiter l'accès et le droit finalement d'y avoir accès. Il y a quelques années, assez récemment, dans le fameux parc Kruger en Afrique du Sud, eh bien, la construction d'un grand hôtel de luxe a été votée pour être au cœur de cette réserve. On voit bien donc qu'au départ, un principe tout à fait louable d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur leur propre lieu de travail, finalement, à partir de généralisation, de dérives, de mauvaises interprétations, dans un système démocratique qui parfois connaît quelques vicissitudes, nous arrivons à finalement un état de fait qui fait que notre regard, finalement, au lieu d'englober la question notamment de la biodiversité, finalement a tendance à l'exclure pour des raisons qui, elles, sont beaucoup plus contestables d'un point de vue éthique. Simplement le profit d'une communauté bien spécifique, qui sont là en l'occurrence les investisseurs de ce groupement hôtelier. On voit donc que cette condition, ce déplacement de regard, est plus complexe que simplement de dire nous allons nous préoccuper des petits oiseaux et des insectes. La question fondamentale, c'est est-ce que l'homme est propriétaire du monde dans lequel il est? Est-ce qu'il en est le locataire? Est-ce qu'il en est l'acteur principal ou secondaire? Est-ce que c'est un acteur parmi tant d'autres? Est-ce que c'en est l'architecte? Est-ce que c'est un observateur, un garant, un dépositaire, un légataire? Tout ce qu'on voudra. On peut lister tous ces statuts pour se rendre compte que, selon la réponse qu'on donne, les réponses opérationnelles en tant qu'architecte sont tout à fait différentes. Alors, pour parler toujours de ce changement de regard, nous pouvons dire que une des conditions, c'est qu'il doit être démultiplié. C'est-à-dire que plutôt que d'être centré sur la stricte satisfaction d'une seule espèce, en l'occurrence l'homme, il doit être démultiplié. Ça ne veut pas dire de penser comme un oiseau ou penser comme un rat des champs, ça veut dire de tenir compte, autant que faire se peut, de leurs conditions d'existence et donc finalement leur architecture, leur cadre de vie. Ça veut dire que pour un architecte, l'espace extérieur, enfin l'espace tout simplement, n'est pas un terrain de jeu, n'est pas cette table blanche sur laquelle on pose une maquette en disant voilà, est-ce que mon architecture est une bonne architecture ou vaut quelque chose? C'est le contraire de cette table blanche. Et pourtant, à l'école, les étudiants montrent des maquettes qui sont des objets qu'on voit souvent passer dans la cour et qui sont posés sur une table blanche. L'architecture écologique est tout sauf une formalisation d'un objet sur une table blanche. La question c'est, et si c'est pas une table blanche, qu'est-ce que ça peut être? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que un autre piège à éviter, c'est ce que j'appellerais l'âge d'or.
C'est-à-dire, c'est un peu l'inverse, c'est de dire je fais de l'architecture écologique si je me réfère à un âge antérieur qui serait lui, qui n'aurait pas été impacté par l'homme et qui serait mon élément de référence, mon aire historique de référence. Sachez par exemple que depuis bien longtemps, nous n'évoluons plus dans un espace, une biosphère non dégradée. Comme je crois l'avoir dit, le bassin méditerranéen, par exemple, est depuis l'Antiquité exempt de grands fauves qui auparavant pullulaient autour de la Méditerranée. Donc, pour un architecte, disons, du XXIe siècle, se référer à la période pré-industrielle, disons 18e ou 18e siècle, en disant on construit mieux en bois ou en pierre, on construit mieux des villes petites ou ce genre de choses, ne peut pas être directement la solution. Pourtant, on parle de ville verte. On dit il faut verdir la ville, il faut la rendre plus poreuse à la nature. Et sous-entendu, les villes autrefois étaient plus vertes. En fait, la question, c'est, ça rejoint le changement de regard, c'est vert pour qui? Est-ce que c'est uniquement pour l'homme? Auquel cas, les villes vertes, entre guillemets, existaient dès le XVIIIe et XIXe siècle. À Versailles, on est bien là pour le constater. C'en est un témoignage, puisque c'est une seconde nature dans une première nature, finalement, le château et son parc. D'ailleurs, pour alimenter le parc, à Marly, il y avait des dispositifs très complexes de pompage d'eau de la Seine. Donc on voit bien que c'était une sorte de grande mécanique. Et la ville verte était verte pour ses occupants, notamment la cour et le roi. La question est donc, quelle forme donner à cette nature, à cette double nature? La seconde nature, telle que Alberti la définissait, c'est-à-dire la nature de la ville, et puis une nature qui ne serait pas un espace forcément primaire, mais qui serait une nature en symbiose avec la ville. Je crois que la conclusion de ce petit préambule, avant d'aborder la formalisation des matrices, c'est de dire que, encore une fois, il n'y a pas une écologie, mais des écologies, ou des réponses écologiques, et que, finalement, une des choses qu'on ne doit pas oublier, in fine, c'est que le monde est aussi beau parce qu'il est varié. C'est donc l'objectif que nous devons nous donner. Ça n'est pas une réponse universelle, ça n'est pas une réponse générique, ça n'est pas une réponse fonctionnaliste. C'est autant de réponses qu'il peut y avoir de lieux ou de vocation à y vivre. C'est ce que nous allons tenter maintenant comment dirais-je, de définir, de construire ensemble, au moins intellectuellement. Alors, pour ce faire, je pense que nous devons avoir un vocabulaire qui évolue. Vous savez que à chaque évolution de l'architecture, sans parler de révolution, mais à chaque évolution, le vocabulaire s'est adapté et s'est créé, soit de manière métaphorique, soit avec des néologismes, pour tenter de formaliser la pensée urbaine et architecturale. Je pense que quand vous aurez des cours d'architecture, d'histoire de l'architecture, une partie de la culture de l'architecte consiste à connaître ce vocabulaire. Pas seulement le vocabulaire actuel, mais le vocabulaire historique. Celui que je propose maintenant tient en un mot, donc matrice, l'objet de mon cours, et qui est non pas un néologisme, mais une métaphore par rapport à soit un vocabulaire mathématique, soit un vocabulaire même médical, et qui permet de mieux cerner cette double réalité de cet espace, à la fois anthropomorphique et à la fois du monde vivant.
Alors, si je peux donner une définition de cette matrice, vous savez qu'une matrice en mathématiques, c'est une sorte, ça se présente comme une sorte de tableau, en quelque sorte, avec une double entrée, une entrée verticale et horizontale, et puis le croisement de ces deux axes donne un certain nombre de paramètres. Là, nous allons dire simplement que la première ligne de paramètres est tout ce qui concerne la géophysique du lieu. La géophysique du lieu. Alors, la géophysique du lieu, elle peut être décrite assez simplement, d'un point de vue géographique, par la topographie du site, c'est-à-dire son modelé en quelque sorte, sa géologie, y compris sa géologie dynamique, est-ce qu'on est en milieu sismique, son hydrologie, c'est-à-dire comment l'eau se comporte au sein de cet espace, de ce territoire, de ce lieu. Vous avez le climat aussi, bien entendu, et vous avez la biodiversité, et incluant l'homme, si l'homme est une espèce comme une autre, ou vit totalement en symbiose avec, enfin, au sein de cette biosphère. Ce sont donc tous les paramètres strictement physiques, géophysiques, qui décrivent le territoire. Quand on intervient dans un espace qui est déjà construit, bah, finalement, c'est l'histoire physique de ce lieu, ce qui résulte enfin, ce qui reste de la non-transformation de cet espace, ou alors de ce que l'homme a déjà transformé lourdement, physiquement, comme lieu. C'était une sorte d'élément tellement important que la géophysique du lieu a été modifiée. Aux Pays-Bas, par exemple, toutes les digues du Pays-Bas font partie de finalement cette géophysique. Ça, c'est la première ligne de paramètres. Et la deuxième, c'est tout ce qui est strictement de l'ordre de l'anthropomorphie, c'est-à-dire l'urbanisme, les infrastructures nécessaires à faire fonctionner cette matrice, tout ce qui est produit par l'homme. Nous avons donc deux lignes de paramètres, visuellement une verticale, une horizontale, et qui, en les croisant un à un, donnent, non pas des valeurs, mais une caractéristique bien spécifique de cette matrice. Je donne un exemple, tout de suite, pour que vous compreniez. Si je parle de Venise, la géophysique de Venise, originellement, peut être décrit comme une lagune. C'est-à-dire la question de l'eau est préexistante de la construction de Venise. Et puis si au contraire je prends un paramètre qui est strictement anthropomorphique, eh bien vous avez toute la construction des canaux le long desquels s'implantent tous ces palais, et le croisement à la fois de cette caractéristique qui est l'eau à Venise, et à la fois la construction des canaux, de cette infrastructure de canaux, donne une caractéristique qui est, par exemple, la mobilité. Comme vous savez, on se sert de l'eau à Venise pour se mouvoir, et aussi l'assainissement. Voilà. Alors, pourquoi cet exemple et pourquoi ce formalisme? C'est que maintenant, ça nous permet, d'un point de vue écologique, avec cette notion de matrice, de beaucoup mieux décrire nos projets écologiques, d'un point de vue urbain, et même architectural, que les mots de ville, ou de métropole, ou de conurbation, qui soit excluent cette dimension écologique, soit a du mal à faire cohabiter à la fois les questions écologiques et les questions de développement urbain. Finalement, chaque ville ou chaque projet de ville pourrait, d'un point de vue écologique, être décrit selon cette notion de matrice. Alors toujours d'un point de vue de ce formalisme écologique, comme vous le savez, on peut calculer le déterminant d'une matrice d'un point de vue mathématique. Eh bien, par analogie, nous pourrions dire que le déterminant d'une matrice écologique, finalement, c'est la vocation de cette matrice, la vocation de ce lieu.
Et c'est grâce à ces deux termes, matrice et vocation, que nous allons pouvoir véritablement bâtir un métabolisme à l'échelle de l'écologie, c'est-à-dire à l'échelle au moins sous-continentale. Par exemple, ça c'est un travail d'un étudiant à Malaquais, en travail de fin d'études, sur cette notion-là, donc un travail qui a été encadré par moi-même. Nous sommes à Ivry, sur Seine, et si je vous décris ce lieu et cette matrice, avec tous les éléments, vous allez reconnaître tous les éléments de mon cours. Premièrement, nous sommes dans un coude de la Seine qui est inondable, et donc la question du risque était inhérente à ce lieu-là. La question de l'énergie était la question qu'a choisie l'étudiant comme vocation de cette matrice. Et donc ce paramètre énergie, qui est vraiment un paramètre anthropomorphique, c'est-à-dire qui est un service rendu à l'homme, et la question de l'eau, de l'inondabilité, est une question inhérente à cette boucle de la Seine. Et bien le croisement de ces deux notions, de ces deux paramètres, a donné lieu à un formalisme sous forme de matrice qui s'est très fortement opposé au plan d'urbanisme qui a été élaboré par la mairie, qui était ce qu'on appelle un master plan, c'est-à-dire en fait un plan de planification rigide, et l'étudiant lui a opposé cette notion de ce projet de matrice, et en sous-impression, vous avez un Rubik's Cube qui est pour montrer toutes les combinaisons possibles de ce formalisme, et surtout le fait que ça ne soit pas un formalisme définitif. C'est un formalisme qui est destiné à évoluer au gré de l'innovation, notamment énergétique, mais aussi au gré des cycles de ce lieu, des cycles géophysiques de ce lieu, inondation, mais aussi biodiversité, reconquête de la biodiversité. On voit que tout ce que j'ai pu vous raconter depuis le début du semestre trouve là son formalisme opérationnel en tant qu'urbanisme, et nous le verrons en tant qu'architecture, sur la base non seulement d'un changement de regard, mais aussi d'une tentative de formalisation tout à fait différente de ce à quoi nous étions habitués en tant qu'urbanistes ou architectes avant que la question écologique se pose de manière aussi prégnante. Autre travail d'un étudiant, qui est là un travail à Valenciennes. Vous voyez que là, il est difficile de reconnaître le territoire de Valenciennes. J'ai retenu simplement ce croquis, qui est donc en sous-calque, en quelque sorte, en grisé, de blanc au foncé, les zones d'inondation les plus... non pas d'inondation, pardon, de ravinement et d'éboulement les plus prégnantes dans le site de Valenciennes. Et la toile d'araignée des fils blancs est simplement les lignes d'écoulement naturel des eaux, même en cas de faible pluie. Voilà, c'est un schéma qui peut être utilisé par exemple pour les gens qui dessinent les voiries, les trottoirs, les exutoires, tout le réseau hydrologique d'un territoire urbain ou même rural avec simplement des fossés. Et la superposition des deux a amené, alors je ne montre pas le projet là parce que ce n'est pas l'objet du propos, enfin c'est pas l'objet du cours aujourd'hui, a amené à l'évolution, à une, comment dirais-je, une vision du futur de l'urbanisme de la ville d'Amiens en fonction, là encore, de ce risque et de ce paramètre géophysique, mais tenant compte, bien entendu, de l'occupation de l'homme de ce territoire de Valenciennes. Un autre schéma que j'ai trouvé intéressant, toujours à ce propos, c'est de voir l'évolution naturelle d'un cours d'eau par des principes d'érosion et de sédimentation en fonction de sa géométrie,
Et quand vous regardez une carte de la région parisienne, de l'Île-de-France, vous voyez que la Seine dessine tous ces méandres, et on est capable, finalement, en extrapolant, à des échéances qui sont réellement écologiques, c'est-à-dire on parle souvent de 2030, 2050, 2100, des évolutions futures de la géophysique de la région Île-de-France. Voilà encore quelque chose qui découle d'une approche d'un formalisme écologique qui est assez rarement utilisé en urbanisme classique. Alors, pour aller maintenant à l'échelle véritablement de l'écologie, ce qui est l'échelle du continent ou du sous-continent, plutôt que de dire, ben voilà, les villes européennes sont une addition simplement de matrices entre elles, j'ai suggéré d'utiliser là encore une métaphore mathématique qui est celle de l'anneau, pour qu'on imagine que ces matrices soient reliées entre elles, selon le principe de l'économie circulaire, échangeant donc avec la différence de vocation leurs différents potentiels. Je vais l'expliquer avec un cas concret, pour trouver un formalisme, pour trouver un fonctionnement, un métabolisme à l'échelle européenne qui soit véritablement d'ordre écologique, tenant compte des effets de seuil dont on a parlé dans les cours précédents. Alors avant de donner un exemple très précis de ça, je voudrais me résumer sur ces différents éléments de ce formalisme à l'échelle par exemple européenne. Nous avons, je ne sais pas si une figure le montre, voilà, nous avons à l'échelle européenne donc en sous-calque le continent, une partie du continent européen, symbolisé par simplement enfin le plus simplement du monde, les terres émergées et les terres immergées. Donc en blanc les terres émergées et en gris les terres immergées, enfin les océans et mers. Donc le choix de cette échelle vient de la réalité de l'échelle de l'écologie, c'est-à-dire essentiellement se rapportant au climat ou aux migrations de la biodiversité, la migration des oiseaux par exemple. Et au-dessus, nous imposons un schéma que vous connaissez maintenant, qui est le schéma de l'économie circulaire, un peu comme les anneaux des Jeux Olympiques, si vous voulez. Donc avec des échanges les plus courts possibles. Donc là, on n'est pas à l'échelle, hein, c'est juste un symbolisme. Mais les échanges les plus courts possibles entre différentes matrices, pour donc simplement des questions d'économie, d'énergie et d'échange et de transport. Et la question, c'est comment de ce schéma on peut tirer un formalisme fondant notre métabolisme écologique à l'échelle européenne. Alors, je suggère cette schématisation. Nous avons donc en noir les matrices, c'est-à-dire finalement les métropoles ou les villes, si vous voulez. Nous avons les reliants, cette sorte de filament, les infrastructures, que sont les infrastructures de transport, d'énergie, d'assainissement, tout ce qui relie les villes entre elles, les métropoles. Et puis, entre deux, nous avons ce que j'ai appelé, ou plutôt ce que mes étudiants ont trouvé comme terme le plus proche, un plugin 3D, qui est la connexion simplement de ces infrastructures aux matrices. Pourquoi 3D? Parce que quand vous allez dans un territoire par exemple comme la plaine Saint-Denis, eh bien vous en avez autant qui passent en dessous, au-dessus qu'au niveau du sol. Vous avez les égouts qui passent en dessous, les égouts, le métro. Vous savez que dans le cas du Grand Paris, on s'interroge de savoir si ça doit passer en dessous ou au-dessus. Et puis vous avez des choses qui passent au-dessus, les lignes à haute tension. Vous avez des choses qui passent à niveau, comme les canaux. Voilà, donc en 3D, en 3 dimensions. Voilà quel est ce formalisme qu'on peut imaginer pour ce fonctionnement à caractère métabolique. Alors pourquoi anneau? Eh bien parce que là,
comme je vous le disais, chaque matrice aurait une vocation bien spécifique, et c'est par la différence de ces vocations que, je dirais, ce métabolisme peut se mettre, peut s'installer, j'allais dire, quel que soit j'allais dire la croissance économique que nous rencontrons. Je dirais simplement par différence de potentiel. Avant de donner un exemple, je redécris rapidement. Donc, la matrice est à la recherche de son autonomie et de sa couleur, de sa vocation. C'est sa nature même. Les parties en blanc, c'est ce qu'on peut appeler, ce que les Allemands appellent l'Umland ou l'Interland, c'est-à-dire finalement la campagne en quelque sorte, mais là la campagne ne résume pas, ne définit pas correctement cet espace. C'est l'espace du biodynamisme, c'est-à-dire c'est l'espace dans lequel le biodynamisme peut évoluer, comme une sorte de super parc Kruger en quelque sorte, juste lézardé d'infrastructures. Et puis le tout sont des anneaux qui en fait sont des mises en réseau de ces matrices. Et au-delà de cette échelle, le cosmos. Alors, nous tirons de ce formalisme certains enseignements, qui est d'une part que nous avons besoin d'une vision globale, mais en même temps nous avons besoin d'une connaissance fine et pointue, ultra localisée, pour bien définir nos matrices. Et ça, vous reconnaissez une notion qu'on vous a peut-être enseignée, qui est un néologisme, pour le coup, que je n'ai pas inventé par moi, qui est la glocalisation. Glocalisation, qui est un néologisme anglais et français, qui est une contraction de global et de local. Simplement ça pour dire que le formalisme que je propose n'est pas un formalisme qui est en rupture par rapport aux principales pensées écologiques habituellement utilisées et économiques, mais voilà, l'intègre assez naturellement dans ces tentatives de formalisation. Alors, je voudrais parler maintenant de ce développement. J'ai appelé ça le développement durable de la ville chaotique. Parce que vous vous souvenez peut-être qu'au cours du cours métabolisme, nous avons parlé des risques, et notamment des risques réversibles ou irréversibles écologiques, et que nous avons décrit la notion de chaos. Vous savez, le chaos, c'est deux notions finalement, selon l'angle qu'on les prend. Soit l'effet papillon, c'est-à-dire le petit papillon qui déclenche un ouragan de l'autre côté de la planète, soit le caractère totalement imprévisible des comportements des phénomènes. Et donc nous devons intégrer cette notion de chaos dans ce formalisme, c'est-à-dire que le défaut d'un formalisme comme ça serait un formalisme qui serait figé, qui serait un cadre dans lequel on devrait nécessairement s'inscrire, et je dirais de manière définitive. Or, l'exemple que je vous ai montré de ce travail à Ivry montre bien le caractère réversible et parfois irréversible, disons comportemental du territoire. Et donc nous devons nous interroger sur ce qui véritablement sont les mesures de ce formalisme, les unités de ce formalisme, pour pouvoir tenter d'affronter ces questions de chaos. Alors la première mesure que je propose, donc il y en a 4, la première mesure, c'est la mesure démographique. C'est-à-dire, alors ça c'est une mesure classique, c'est combien de personnes, et surtout en tant qu'architecte, puisque nous parlons d'espace, la densité. C'est-à-dire combien de personnes à tel endroit, sur telle surface. Donc c'est la première mesure, finalement, de notre formalisme, la mesure démographique, ou la densité urbaine. La deuxième, si nous voulons être autre chose que angélique, c'est les capacités économiques. La deuxième mesure, c'est la capacité économique. Ou disons, pour parler d'un point de vue plus écologique, la capacité d'un territoire à assumer son développement de manière autonome. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que, d'un point de vue économique, cette matrice a
à offrir en surplus et de quoi a-t-elle besoin pour fonctionner de manière la plus autonome possible. La troisième mesure est l'empreinte écologique. Ça, c'est une mesure que vous connaissez peut-être. C'est-à-dire, en fait, le poids de cette matrice sur la biosphère. Elles n'ont pas toutes le même poids. Là, je dois vous dire que cette mesure a une unité, ou en tout cas des tentatives ont été données pour en donner une unité qui est l'hectare global, par exemple. L'hectare global, ça représente un hectare de bioproductivité moyenne sur an par terre. Qu'est-ce que je raconte ? Sur terre par an. Je répète, un hectare global représente un hectare de bioproductivité moyenne sur terre par an. Et enfin, la dernière mesure de ce formalisme, c'est la mesure des risques encourus. Voilà, on en a parlé au cours du cours de métabolisme, sur le métabolisme. Alors je répète, ces matrices ont 4 mesures, enfin peuvent être décrites selon 4 mesures, démographiques, économiques, écologiques et, j'allais dire, en termes de risque. Je vais maintenant donner un exemple de matrice qui peut être expliqué selon, enfin décrit selon ces mesures, et après prendre un exemple plus large à l'échelle continentale pour décrire les anneaux et les matrices que j'ai décrites précédemment. Alors le premier, pour décrire une matrice, j'avais pris Venise, mais je peux prendre Naples aussi, de villes italiennes. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Alors, si je décris Naples, on peut décrire Naples de plusieurs manières. On peut le décrire d'un point de vue touristique. Alors, les guides sont là pour le décrire. On peut le décrire d'un point de vue historique, ou géographique, ou urbain, ou architectural, ou culturel, ou tout ce qu'on voudra. Et nous allons essayer de le décrire selon le formalisme proposé, selon un formalisme écologique, mais qui ne soit pas un formalisme uniquement géographique et strictement écologique au sens habituel. Puisque Naples étant une ville, parler de pure écologie à propos d'une ville est quand même assez réducteur. Alors, je rappelle les 4 mesures, la densité, la capacité, l'autonomie économique, l'empreinte écologique et la mesure des risques encourus. Alors Naples est donc une ville de forte densité, 8500 habitants au kilomètre carré, dans sa partie la plus condensée. Là, je la décris assez facilement. C'est un port, donc qui vit d'une activité portuaire, qui vit évidemment de tourisme, et qui vit aussi sur les productions de l'arrière-pays. Vous savez que l'Italie est un pays agricole, avec une économie d'ailleurs qu'on peut presque qualifier de circulaire, en tout cas de proximité, où on consomme beaucoup les produits localement. Les citrons par exemple, dans la région de Naples, l'arrière-pays de Naples. Alors en tant que port, elle se tourne naturellement vers la mer, donc elle est quand même reliée au grand large, si je puis dire, mais elle se tourne aussi pas seulement vers le grand large, mais vers la Campanie, qui est la région, l'arrière-pays, dans lequel elle se situe. Et donc, elle se situe dans le contexte d'un réseau plus large d'une vingtaine de régions italiennes, avec autant de villes que ces régions comprennent. D'un point de vue économique, elle présente un taux de chômage un peu plus élevé que la moyenne du pays. Et d'un point de vue écologique, elle a 2 problèmes majeurs. Premièrement, la question des déchets. On entend souvent parler de la question des déchets à Naples. Et là, je renverrai à son organisation politico-économique, voire à des spécificités qui sont vraiment liées aux pays du sud de l'Italie, les questions par exemple de mafia, ou alors d'organisation politique un peu trop rigide. Et puis la deuxième question écologique est l'incertitude liée au Vésuve. Contrairement à ce qu'on pense, le Vésuve n'est pas un volcan mort. Il se réveille en moyenne, si ça a un sens d'un point de vue volcanique, 2 fois par siècle, et pas 2 fois par millénaire, 2 fois par siècle.
Et donc, force est de constater que le danger est toujours là, 2 à 3 fois par siècle. Voilà, j'ai juste décrit Naples d'un point de vue qui nous concerne, d'un point de vue urbanistique, géographique, écologique. Et maintenant, je voudrais faire une petite analyse de, selon les 4 mesures dont nous avons parlé, des avantages, des inconvénients, si je puis dire. Alors, d'un point de vue de la densité, la morphologie de Naples n'est pas la morphologie de Hong Kong. Vous avez des immeubles bas, rapprochés entre eux, qui offrent une écologie intéressante en termes d'échanges, non mécanisés d'ailleurs, peu de volets roulants par exemple, mais des volets traditionnels. L'étroitesse des rues garantit un certain ombrage. Vous savez qu'en été il fait relativement chaud. Vous avez aussi, de par la morphologie urbaine, la possibilité d'avoir de nombreux commerces en rez-de-chaussée, extrêmement accessibles. Et donc là, vous avez une morphologie urbaine qui est tout à fait, d'un point de vue écologique, qui est tout à fait un atout à considérer. Vous avez une densité élevée, comme je l'ai dit, et là aussi, en termes d'empreinte écologique, c'est considéré comme une qualité, à savoir que, j'allais dire que là où l'homme est, il est de manière nombreuse, et donc son empreinte à l'échelle de la région de Naples est d'autant plus concentrée et donc d'autant plus mesurée. L'empreinte est plus légère dès qu'on quitte la ville. Vous avez une population nombreuse, donc potentiellement une force économique importante. Vous avez donc un climat, et comme chacun sait, qui peut être un avantage. Voilà, d'un point de vue économique, touristique, voire même écologique, hein, peu de besoin de chauffage. Voilà. Et donc une éventuelle possibilité d'énergie, enfin de ressources en termes d'énergie solaire importante. Vous avez aussi une économie de proximité et donc vous avez une industrie, par exemple alimentaire, encore de qualité, contrairement à certains pays tout aussi développés que l'Italie, qui ont tout misé sur la nourriture industrielle. Voilà. En revanche, vous avez aussi des inconvénients. J'ai dit le risque lié au volcan, la question de la gouvernance et des déchets, du fait de cette hyperdensité, qui est apparemment mal résolue. Et donc, ces questions doivent être prises en compte dans notre approche écologique. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est, si on fait un petit bilan de ça, qu'est-ce que Naples peut offrir et de quoi Naples a besoin? Alors, elle peut offrir tout ce que j'ai décrit précédemment comme potentiel, et elle peut l'offrir à un réseau de villes et de régions très proches. Donc, finalement, à un coût économique relativement peu élevé dans le cadre d'une économie de proximité. Mais elle peut aussi s'adresser au reste du monde. C'est un port qui est bien connecté d'un point de vue économique, qui est bien desservi par un aéroport. Voilà, donc là aussi, il y a une capacité d'échange relativement élevée. Et de quoi a-t-elle besoin? De la question des déchets qui doit être résolue, et puis la question du risque par rapport au volcan. Comment peut-elle résoudre cette question? Alors, par rapport au volcan, c'est en investissant, par exemple, dans la recherche qui permettrait, comme pour des projections météorologiques, qui permettrait d'anticiper au maximum une éventuelle éruption majeure, ou de gérer le risque pour une éruption qui serait très faible, simplement quelques fumerolles, et de, j'allais dire, dealer avec les régions avoisinantes qui, elles, ne sont pas sous cette épée de Damoclès et qui pourraient recevoir éventuellement un déplacement massif de population. J'ai donné l'exemple au cours du court métabolisme de la Soufrière où 75 000 personnes ont été déplacées dans un laps de temps extrêmement bref. Voilà ce dont pourrait avoir besoin Naples. Et voilà, avec cette, en quelque sorte, audit écologique, économico-écologique, ce qu'elle pourrait
comment dirais-je, le profil qu'elle pourrait présenter aux autres régions ou aux autres villes à proximité, à commencer par l'Italie, qui, elles, feraient le même exercice. Et nous pourrions constater très opportunément que ce qu'une ville peut offrir correspondrait à ce dont une autre ville aurait besoin, une autre ville de proximité. Voilà leur rapide descriptif de cette matrice que Naples peut, sous lequel Naples peut être décrit. Alors, plus près de nous, nous pourrions faire, avec le même formalisme, et en s'inspirant de cet exemple, la même analyse à propos du Grand Paris. Vous savez que le Grand Paris est une question d'actualité et qui est, quand on s'y intéresse, en tant qu'architecte, très souvent abordée, soit d'un strict point de vue économique, le Paris économique, dans le concert la concurrence, le concert des villes européennes, Berlin, Londres, la concurrence. On le voit encore avec la question des Jeux Olympiques qui revient sur le tapis. Je crois que le vote est aujourd'hui, savoir si Paris ou le Grand Paris s'alignent sur les Jeux Olympiques. La dernière fois, la ville s'était plantée. D'un point de vue écologique, on peut le décrire aussi, bien entendu, et ça, on n'a pas attendu la question du Grand Paris pour le décrire. Et les urbanistes, à commencer par les enseignants de cette école, qui s'intéressent à la question du Grand Paris, le décrivent tantôt sous un angle économique, tantôt sous un angle urbain ou infrastructurel. Bref, avec un pluralisme de formalisme qui peut être parfois considéré comme ces fameux éparpillements dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, à l'aide du formalisme que je vous propose de faire une rapide analyse du Grand Paris, de la question du Grand Paris, pour s'apercevoir que, éventuellement, ce formalisme permet de mieux comprendre les enjeux qui se cachent pour nous derrière cette question du Grand Paris, mais qui sont des enjeux non univoques, c'est-à-dire pas uniquement économiques, pas uniquement urbains, mais en termes de cadre de vie. C'est bien notre question en tant qu'architecte. Alors, le Grand Paris pourrait receler en son territoire 4 matrices finalement, c'est-à-dire 4 territoires dont le fonctionnement est radicalement différent, la forme est différente, et je vais commencer par une description assez classique, historique, pour progressivement essayer de s'interroger sur les échanges que pourraient avoir ces matrices au sein du Grand Paris. Alors d'abord, la première matrice que nous pourrions décrire, c'est le Paris intramuros, c'est-à-dire le Paris à l'intérieur même du périphérique. J'inclurais éventuellement, puisque le périphérique est une césure malheureuse, si je puis dire, résultant des années 60-70, j'inclurais les communes les plus proches, par exemple le Valois-Perret, Montreuil, qui ont une forme assez proche du Paris intramuros. Alors le Paris intramuros, disons la ville haussmannienne et la ville historique de Paris, a une très forte densité, 20 000 habitants au kilomètre carré, c'est très fort, hein, c'est aussi fort que Hong Kong, presque aussi fort que des villes comme Le Caire. Donc ça, c'est une spécificité du Paris intramuros dont il faut avoir parfaitement conscience si vous travaillez à Paris. Pourquoi? Tout simplement parce que le Paris d'Haussmann est des bâtiments à 6 niveaux. Sachez par exemple à New York, dans le Grand New York, seul un bâtiment sur 160 dépasse 4 étages. Or à Paris, de très nombreux bâtiments dépassent 6 étages. Donc nous avons une densité très élevée. Ce qu'il faut retenir essentiellement de ça. Mais aussi, je parlais de Naples, une morphologie urbaine très dense, avec des rues finalement peu étroites, excluant les boulevards et les avenues. Une ville encore très fortement non mécanisée, sans air conditionné. Une ville finalement qui a besoin d'être chauffée 4 à 5 mois par an, mais qui, j'allais dire comme un troupeau de pingouins, est tellement dense et tellement serré que finalement on est chauffé par son voisin en quelque sorte. D'ailleurs très souvent on a un différentiel de 2 à 4 degrés entre la banlieue et Paris. J'allais dire naturellement, entre guillemets, en tout cas morphologiquement. Voilà la première matrice que nous pouvons décrire, le Paris intramuros. La deuxième, ce sont
les communes historiquement constituées aux alentours. J'exclus les communes de très grande proximité, mais les communes, comme Versailles par exemple. J'ai cité dans mon livre Draveil, Montmorency, enfin environ 200 communes autour de Paris qui, elles, ne peuvent pas être décrites avec le même formalisme. Ça n'est pas Haussmann y est peu intervenu, mais plutôt par leur histoire de bourgs agricoles, mais assez rapidement qui ont gravité autour de la polarité de Paris. Et donc, ce ne sont pas les mêmes bourgs que nous allons retrouver au fin fond de la Seine-et-Marne, mais des bourgs qui ont un double mouvement, celui de leur autonomie, c'est-à-dire l'église, l'école, la mairie, et puis l'attractivité, l'attraction presque gravitationnaire de la communauté, de la ville de Paris. Voilà. Relais postaux, pardon, en est l'exemple le plus architecturalement le plus frappant. C'est donc une autre matrice qui, elle, doit se comprendre, donc à densité beaucoup plus faible, doit se comprendre comme différente du Paris intramuros, et notamment historiquement constituée différemment. La troisième matrice que nous pourrions décrire au sein du Grand Paris est une matrice beaucoup plus récente qui est les villes nouvelles. Alors les villes nouvelles, vous savez, il y en a, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est pas loin d'ici, Évry, Melun-Sénart et Marne-la-Vallée, qui était une tentative de multipolarisation de la ville autour de Paris, d'un développement qui ne soit pas uniquement une extension de la ville de Paris, mais une extension autonome. Donc l'idée de la ville nouvelle était l'idée de l'autonomie déjà. Et là, nous allons la décrire d'un point de vue strictement fonctionnel. Alors avec les avantages et les inconvénients. Un fonctionnalisme que maintenant on essaye d'avoir de plus en plus écologique avec les écoquartiers, mais qui reste une approche fonctionnelle. C'est-à-dire, nous avons, les urbanistes ont pensé dans les années 60-70, mais historiquement bien avant, la ville d'une manière fonctionnelle. C'est-à-dire, on travaille là, on vit là, la ville est constituée d'organes et non pas de monuments. La ville échange, la ville doit être connectée par des infrastructures, notamment des autoroutes. Voilà, c'est une approche vraiment strictement fonctionnaliste, avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, une relative efficience, des gens aiment vivre dans ces villes nouvelles, donc ça prouve que le modèle n'est pas totalement à exclure, mais aussi des inconvénients. Qu'est-ce qui se passe si une des fonctions ne fonctionne plus, ne marche plus? Si on débranche cette ville, par exemple, si le plugin est débranché, en termes d'énergie, on n'a aucune chance que cette ville puisse fonctionner, notamment par exemple en termes de chauffage. Et puis, ce qu'on reproche aussi à ces villes, ça n'est pas mon propos, mais il faut, je crois, en tenir compte, c'est la question de l'image. Une image disparate, la ville n'est plus le lieu de la mémoire, une ville qui n'est pas organisée autour de ses des principaux emblèmes politiques, mais plutôt sociologiques comme l'université. Et donc, des gens ne se retrouvent pas dans ce type de ville, de matrice, si on veut. Et puis une question aussi de lisibilité de l'espace. Très souvent, nous nous sommes piégés dans ce réseau viaire, c'est-à-dire le réseau de rues, par des petites impasses de lotissements adjacents à cette ville nouvelle, ou au contraire l'impossibilité de franchir une avenue, puisque l'avenue n'a été conçue que selon un déplacement automobile. Voilà. Enfin, la dernière matrice du Grand Paris, que nous pourrions décrire comme telle, est le tissu périurbain, agricole, industriel, forestier, rural, puisque nous parlons du Grand Paris, qui est finalement ce qui reste du non-grignotage de l'espace par l'industrie, par l'urbanisation.
Et là, cette matrice obéit à des règles différentes, notamment des règles qui se rapprochent un peu des règles géographiques. On parlera d'hydrologie, de géologie, de climat, de topographie, d'infrastructures qui les ardent. Donc vous voyez un descriptif radicalement différent de la première matrice qu'était le Paris intramuros. Alors, une fois que nous avons décrit le Grand Paris selon ces 4 matrices, l'objet est donc de voir, selon les mesures que nous avons décrites tout à l'heure, c'est-à-dire, je les rappelle, la démographie, l'économie, l'écologie et les risques, quel est le degré d'autonomie de ces matrices et qu'est-ce qu'elles peuvent échanger, à commencer par elles-mêmes, entre elles-mêmes, pardon. Alors, même chose, Paris intramuros, surdensité, avantage ou inconvénient. L'avantage, j'en ai décrit l'inconvénient, l'avantage, j'en ai décrit rapidement tout à l'heure les principaux. L'inconvénient, en cas de risque, l'inondation de 1910 à Paris a bien montré que c'était une matrice fragile de ce côté-là. Donc des efforts ont été faits pour tenter de réguler la Seine, mais régulièrement la question se repose à cause de l'hyperdensité de la région Île-de-France. Et puis aussi des questions de biodiversité, on parle des abeilles sur le toit de l'Opéra, ce genre de choses. On voit bien que la question de Paris, intramuros, la question de la biodiversité est une question qui commence seulement à se poser. Et puis, principalement, on en a reparlé là, ces derniers jours, la question de la qualité de l'air, de la pollution. Donc là aussi, on a un vrai problème à Paris de ce côté-là. Prenons maintenant la matrice de la grande banlieue, ou plutôt des communes historiquement constituées. Nous avons, j'en ai décrit les avantages, des gens aiment habiter dans ces lieux-là, preuve qu'elle offre quand même des avantages, notamment en termes d'espace, de biodiversité. Mais nous avons là un certain épuisement écologique de cette matrice. On le voit bien avec cette densité d'hypermarchés, d'infrastructures, de parking, de multiplex, qui ont tendance à l'épuiser écologiquement régulièrement. Nous avons un problème d'hydrologie aussi, régulièrement. Ces lieux sont, comment dirais-je, ont des micro-inondations, je parlais d'Ivry tout à l'heure. Nous avons la question des saturations des réseaux aussi, des embouteillages qui ne sont pas propres au Paris intramuros. Paris intramuros peut, en termes d'embouteillage, trouver des parades, le métro, le vélo, mais la grande banlieue, on voit bien que la parade est plus difficile. Et nous avons aussi, en banlieue, et l'histoire nous l'a montré, l'histoire récente, en 2005, des problèmes qui ne sont pas liés spécifiquement à elles-mêmes, mais pour lesquels la forme de la matrice pose problème, des problèmes sociaux importants. Notamment de violence. Alors je parle de cette question-là pour le Grand Paris, presque, j'espère pas de manière anticipée, mais quand on voit certaines métropoles qui ressemblent à cette matrice de grande banlieue que sont Mexico, Karachi ou des villes comme ça, on peut redouter une hyper-violence du fait de cette forme-là simplement d'urbanisme. La question est complexe, mais j'avais donné l'exemple de ces 2 jeunes malheureux qui ont fini électrocutés dans un transfo en 2005. On a bien vu que, entre guillemets, les banlieues se sont soulevées à l'occasion de cet événement-là. Donc c'est une question auquel il faut répondre. Les villes nouvelles, elles, j'ai parlé de leur fonctionnalisme qui sont un avantage. L'efficacité fonctionnelle dont l'homme est capable quand il s'empare d'une question et qu'il élabore une sorte de machine, que sont presque ces villes nouvelles, mais aussi la fragilité. Que se passe-t-il quand on les débranche? Et puis la question de son autonomie, finalement quasi nulle. Comment pourrait fonctionner une ville nouvelle comme Cergy-Pontoise sans l'apport infrastructurel en termes d'énergie, par exemple, au-delà de ces lieux? Est-elle capable de produire sa propre énergie, de traiter ses propres déchets? C'est une question qu'on peut se poser. Question que ne se pose pas, par exemple, la 4e matrice, qui est
la matrice, j'allais dire, périurbaine, ou rurale, en quelque sorte, encore rurale, en termes d'énergie, où on pourrait retrouver des sources d'énergie du fait de l'espace, du fait de l'exposition, l'énergie par exemple géothermique, voilà. Et donc cette quatrième matrice, si je veux la décrire, avantage l'espace, donc la possibilité d'exutoire, on le voit avec les gens du voyage, ils peuvent facilement s'inscrire dans cette quatrième matrice, et évidemment très difficilement, et difficilement concevable de les installer place de la Concorde. Une tentative a été faite quand même de ce type-là, avec la grande roue de la place de la Concorde. On a essayé de la rendre définitive et non pas temporaire. C'est un bon exemple, je trouve, de cette incapacité qu'a Paris Intramuros à accueillir, à servir d'exutoire à certains phénomènes. Voilà. Maintenant, avec les avantages et les inconvénients de la description de ces quatre espaces, nous pouvons voir si ces quatre matrices peuvent, en termes de proximité, échanger. Et là, je renvoie à mon livre pour renvoyer à une description des échanges possibles entre toutes ces matrices. L'avantage de leur proximité, c'est qu'elles peuvent échanger non pas 2 à 2, mais 4 à 4, en quelque sorte. Donc multipliant les possibilités, d'où l'idée de matrice, multipliant les idées de liens à multiples facettes. Paris Intramuros offre une densité d'équipements culturels et d'équipements tout court dont peut bénéficier les 3 autres matrices. La grande banlieue, elle, peut offrir un exutoire, mais aussi des laboratoires, à cause de sa souplesse formelle, des laboratoires sociaux et écologiques d'expérience tout à fait salutaires pour les autres matrices. Je pense là, je me réfère à Détroit, qui a une densité à peu près, à Detroit aux États-Unis, qui a une densité à peu près équivalente à la grande banlieue. Les villes nouvelles peuvent offrir leur efficience écologique, leur efficience fonctionnelle, et donc les écoquartiers n'en sont qu'à leur début historique. Et là aussi, il y a une grande piste possible d'amélioration écologique envisageable. Voilà, on voit que, ça ce sont quelques exemples qui me viennent en tête, d'échanges possibles entre ces 4 matrices. Ce qui veut dire que le Grand Paris ne doit pas être uniquement décrit comme un simple projet économique ou un simple problème écologique, mais véritablement pour ce qu'il peut être, c'est-à-dire un lieu de vie qui doit fonctionner d'un point de vue écologique et économique. Raison pour laquelle je pense que le simple adage qui consiste, ou le simple adage qui consiste à penser que l'hypercongestion est la seule réponse que le Grand Paris peut proposer, est à mon avis, dans le meilleur des cas, non démontré. C'est pourtant celui sur lequel bon nombre de projets du Grand Paris se fondent. Nous avons vu que plus nous amenons de gens au sein de cet espace, plus nous devons, d'un point de vue des infrastructures, le faire fonctionner, plus ces infrastructures saturent, et plus il faut en construire d'autres. Ceux qui ont pris le RER par période de pointe peuvent comprendre parfaitement ce que je dis. Mais c'est vrai aussi pour un cadre de vie qui se détériore de plus en plus. C'est une région qui se bétonne de plus en plus, malgré un discours qui est différent. Et donc là, nous avons un paradoxe que nous, en tant que futurs architectes pour vous et architectes pratiquants pour moi, devons impérativement relever. Et la manière de relever, c'est, à mon sens, de décrire selon cette double aspect économique et écologique, et au sein d'un territoire européen, pour pouvoir fonctionner par entrelacement à l'échelle continentale.
Je voudrais achever cette description de ce formalisme matriciel en disant que une des conséquences de cette approche-là est que l'architecture, l'urbanisme, mais surtout l'architecture, pourrait très bien, dans les années à venir, c'est-à-dire les vôtres, se transformer en une sorte d'œuvre collective où l'architecte ne serait plus tellement un maître d'œuvre, mais serait un acteur. Je le ressens moi-même actuellement dans ma propre production, où finalement les questions qui me sont posées, ça n'est pas tant l'œuvre en tant qu'artiste qui fonde mon activité professionnelle, mais plutôt cet apport en tant qu'acteur que je pourrais, enfin que j'ai la prétention d'apporter dans la construction de cet immense projet et immense défi qui est d'offrir un cadre de vie à peu près vivable à nos congénères. Pour ce faire, une des dernières étapes que nous devrons aborder est la question de la gouvernance, qui est intimement, qui est le, comment dirais-je, le lien intime, le lien ou l'énergie finalement qui permet à ce cadre de vie de fonctionner selon des critères de développement durable. Développement durable qui vous a été très certainement présenté au cours de votre cursus lycéen. Je conclurai en disant que l'absence de ce projet humain et collectif, cette absence-là, pourrait être le pire des projets.